De Seneweb TV, seneweb.com. Dans le cadre de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, votre groupe de presse préféré Seneweb a décidé de vous faire découvrir le pays des éléphants à travers des immersions et des découvertes. Et dans le cadre de cette découverte, nous sommes ici au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire pour vous faire découvrir la Côte d'Ivoire en miniature à travers une visite guidée. On y va. Bonjour Seneweb, bienvenue en Côte d'Ivoire, bienvenue au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Dès leur arrivée dans cet édifice majestueux, les visiteurs seront immédiatement saisis par l'imposant crâne d'éléphant qui trône en son sein, flanqué de ses fémurs massifs. Bien plus qu'une simple sculpture d'accueil, cet éléphant aux dimensions colossales revêt une histoire singulière, prête à être découverte par quiconque franchit le seuil de cette porte. Nous vous souhaitons la bienvenue, le traditionnel Akwaba avec un gros crâne d'éléphant. L'éléphant, c'est le symbole officiel de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on l'a placé à l'entrée pour juste vous dire la bienvenue. Mais aussi, cet éléphant n'était pas un éléphant ordinaire. C'était un éléphant à cheval entre les éléphants de savane et les éléphants de forêt. On peut le remarquer selon l'allure de cette défense en ivoire. Alors, toute la tête pèse autour de 100 kg et on vous invite aussi à voir les fémurs, les ossements de ses cuisses et de ses jambes, pour que vous imaginez la taille de l'éléphant. Et nous voulons rappeler au grand public qui nous suit actuellement que le nom Côte d'Ivoire n'a pas été donné au hasard à cette terre de Buini. C'est justement à cause de cette population nombreuse d'éléphants que nous appelons cette terre de Buini Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, le musée ouvre ses portes à une exposition intitulée « Fierté, symboles et identité ». Cette présentation conçue pour susciter la réflexion et l'admiration se déploie en 7 thématiques distinctes. L'art oratoire, la vie sociale, la vie politique, l'économie, la royauté, l'archéologie et l'art, ainsi que l'invention et la technologie. Chaque section offre un panorama riche et varié, mettant en lumière les éléments fondamentaux qui ont forgé l'essence même de notre société à travers les âges. Sur l'aile du fond, nous avons exposé les pierres taillées, les pierres polies, qui nous rappellent un peu l'âge de la pierre. À cet âge qui remonte à autour de 10 000 avant Jésus-Christ, nous étions à un certain niveau de civilisation. Alors, donc, le musée qui a un devoir d'éducation utilise ces pierres pour illustrer les cours de nos jeunes élèves. Alors, sur cette aile, ici, nous avons fait une comparaison entre un crâne humain et un crâne de primate. On peut le voir qu'il y a une certaine similitude au niveau de la forme. Donc, c'est pour montrer aussi qu'au niveau de l'anatomie humaine et l'anatomie des primates, il y a une similitude. C'est pourquoi les scientifiques s'inspirent ou font des simulations à partir des primates lorsqu'ils veulent connaître les origines lointaines de l'homme. À l'instar d'autres peuples d'Afrique subsaharienne, les habitants de la Côte d'Ivoire dépendaient principalement de 4 activités génératrices de revenus: la pêche, la chasse, la cueillette et l'agriculture. La richesse de la biodiversité ivoirienne offrait des ressources abondantes en poissons, gibier, fruits et cultures vivrières, ce qui faisait de ces pratiques des piliers de la vie quotidienne et de l'identité culturelle du pays. Si on voulait avoir une bonne récolte, il fallait avoir dans sa plantation l'une des statues ici présentes qui viennent des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Ce sont les divinités agraires. Celle-là, c'est pour les Baoulés qui viennent du centre de la Côte d'Ivoire. Celle-ci, c'est pour les Sénoufos qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Et l'autre pour les Tagbana qui sont surtout au centre-nord, surtout à la sortie de Bouaké, dans la zone de Katiola. Alors, celui-là qui est Baoulé, vous voyez la position de ses mains, il indique une coupe à offrande. C'est-à-dire, lui, pour pouvoir protéger les plantations, on doit lui faire des offrandes. En général, c'est les Baoulés. Les offrandes sont de 3 ordres. Alors, en premier, on donne l'œuf de volaille. En seconde, l'igname, ou en 3e position, l'huile rouge de palme. Et en fonction de cela, cette divinité, qui est la représentation des esprits dévastateurs de la forêt, protège les plantations et garantissent la récolte. Donc, il y en a plusieurs sortes. Juste vous montrer un échantillonnage. En ce qui concerne la pêche, qui était aussi une activité vraiment importante, nous avons exposé une pirogue qui vient du peuple hébreu. Je rappelle
à tout l'auditoire que les Zébriers sont les peuples autochtones d'Abidjan. Et je suis ravi que ce soit mon peuple. Donc je vais présenter une œuvre qui vient de chez moi. C'est cette pirogue qu'on appelle dans notre peuple Ndouran. Ndou qui signifie la voiture de l'eau. Parce que c'est vrai qu'il était utilisé pour la pêche, mais c'était un puissant moyen de locomotion. Voilà, donc ici, vous pouvez voir à travers la pirogue ce qu'on utilisait pour faire la pêche, les filets, mais bien avant les filets, on utilisait les nasses qui nous permettaient de prendre et les poissons et les crabes. Alors la pagaie, elle permettait de ramer. Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons les plus belles pagaies. Alors, les pagaies sont... Oui, si, les pagaies sont stylisées selon le peuple. On a à peu près les mêmes pirogues, mais la différence se fait au niveau des pagaies. Quand vous allez dans la région des Dida, ils ont les pagaies plus stylisées. Alors, aussi, je vais vous présenter l'hommage aux femmes. Alors ici, nous avons exposé des maternités. Juste là, nous avons la nourrice en pays Akan. Alors il faut dire que les femmes jouent un grand rôle dans la société Akan. D'ailleurs, chez les Akan, un groupe de Côte d'Ivoire qui occupe l'Est, le centre et le sud du pays, la femme est célébrée, surtout lorsque elle accouche, parce qu'elles sont considérées comme responsables de la continuité biologique. Même quand on parle des riches planteurs, c'est parce qu'il y a des femmes fécondes qui lui produisent des enfants qui constitueront une main-d'œuvre. Donc ces femmes-là, quand elles accouchent, on doit célébrer leur maternité. Au cœur de cet espace dédié à l'économie, une imposante coupole de verre s'élève, offrant une vitrine sur l'évolution monétaire en Afrique subsaharienne. L'exposé met un accent particulier sur l'écosystème financier en Côte d'Ivoire. En face de vous, nous avons les premiers billets des banques. On peut voir les dates Sénéweb. Ces billets étaient édités à Dakar. Alors le premier billet de 5 francs, il est écrit là-dessus, Dakar, 14 décembre 1922. On rappelle que Dakar ou le Sénégal était le point de rassemblement de toute l'AOF. C'était la capitale de l'AOF. Alors, bien avant qu'on utilise ça, ça représente une technologie française, mais bien avant ça, notre commerce était déjà organisé. Ça a été beaucoup influencé par les commerçants arabes. Donc, on avait aussi une monnaie représentée par les corilles, les coquillages blancs. Mais malheureusement, ça n'avait pas de grande valeur. C'est ainsi que certains peuples en Côte d'Ivoire utilisaient une deuxième monnaie concomitamment avec la corille. Et là, on peut voir, les peuples de l'ouest de la Côte d'Ivoire utilisaient ces tiges métalliques qu'on appelle Wouroubou en BT pour des achats assez spécifiques. Par exemple, ils pouvaient utiliser les coris pour acheter du sucre, toutes les petites marchandises de mise à la consommation directe. Maintenant, quand ils voulaient acheter de la terre, quand ils voulaient doter une femme, quand ils voulaient faire une transaction vraiment importante, c'est ça qu'ils utilisaient. Alors, les petits bracelets, ça s'appelle aussi les manilles. Eux, ils nous ont été apportés par les premiers explorateurs. Ceux-là, pratiquement, ils viennent de Birmingham, à Londres, en Angleterre, merci. Alors, c'était utilisé par les peuples de la côte qui ont eu les premiers contacts avec ces explorateurs et c'était utilisé pour des transactions assez spécifiques, comme par exemple payer la dot pour marier les femmes. Alors, on arrive au système monétaire le plus intéressant, c'est l'or en poudre. Vous avez tous ces accessoires, parle un peu de cette transaction avec l'or en poudre. On mettait les grains d'or dans les boîtes métalliques, des cuillères pour puiser. On avait des balances, malheureusement, qui n'étaient pas graduées. C'est pourquoi on a inventé un système de poids en laiton, qui sont devant vous, qui date du XVIe siècle, qui nous permettait de connaître la valeur de cet or. Et c'est dans ces poids-là, il y avait un poids assez célèbre, le poids en poisson-ci que vous pouvez voir dans la partie orange, qui se trouve aujourd'hui sur nos billets de banque. Ce n'est pas un fait de hasard. Je voulais présenter à la télévision sénégalaise, sur tous nos billets de banque. Nous avons ce symbole en poisson-ci que vous pourriez voir là et que vous pourriez voir dans la zone orange. Ce n'est pas du fait du hasard qu'il est symbole de la monnaie utilisée en Afrique de l'Ouest. C'est parce qu'il a une histoire. C'est parce qu'il intervenait aussi dans un système monétaire.
Dans cet espace muséal, les murs du hall ne se contentent pas d'être de simples supports architecturaux, mais deviennent des toiles narratives portant les sagesses et les récits des différentes cultures ivoiriennes. Les tableaux minutieusement sélectionnés offrent une idée sur la richesse linguistique et culturelle du pays, mettant en lumière les nuances des traditions des Akans, des Krou, des Gour et des Mandés. Chaque proverbe, tel un écho du passé, transcende les frontières temporelles pour résonner dans le présent, tout en invitant les visiteurs à plonger dans l'âme de la Côte d'Ivoire. Et là, nous sommes dans la partie des Mandés. Alors, il faut rappeler que les Mandés sont les peuples du Nord. Ils sont au centre-nord et au nord de la Côte d'Ivoire. Alors, mais ces Mandés-là, on les trouve aussi dans d'autres pays tels que le Sénégal, qui correspond au Diola. On les trouve aussi en Sierra Leone. On les appelle, ou au Libéria. Au Libéria, ils sont appelés les Mandingos. En Sierra Leone, ils sont appelés les Mendés. Au Burkina ou au Mali, ils sont appelés les Bambara. En Côte d'Ivoire, les Malinqués. Mais ils conservent cette même culture. Alors là, on va juste prendre un seul exemple. Chez les Maou, qui viennent de la zone de Touba, on ne laisse pas le poisson qui est à côté de sa main pour attraper celui qui est à côté de son pied. C'est un proverbe qui donne des conseils. Ça veut dire qu'on n'abandonne pas un projet à portée de main au profit d'un autre. Vous voyez qu'on a mis un certain griffe. Parce que l'autre projet qui vous attire, tant que vous ne le touchez pas du doigt, vous ne pouvez pas savoir que c'est incertain. Mais quand vous le toucherez et que vous verrez que c'est incertain, il sera tard de revenir en arrière. C'est pourquoi le conseil demande de bien attraper ce qu'on nous donne, de savoir apprécier ce qu'on nous donne avant de s'attaquer à autre chose. Cela correspond un peu au proverbe français qui dit qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Effectivement, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Dans le domaine politique, les visiteurs auront l'opportunité d'explorer l'organisation sociale des peuples de la Côte d'Ivoire. L'exposition met en lumière la figure emblématique du roi et ses attributs, offrant ainsi un aperçu fascinant de la richesse culturelle et historique de la région. Ce personnage vénéré par son peuple incarnait l'autorité et la tradition, sa grandeur étant souvent symbolisée par l'abondance d'or, une ressource précieuse qui a longtemps caractérisé la région. Le premier symbole, c'est un symbole fort, c'est l'hamac royal. Alors, vous le voyez comme ça, c'est un hamac royal très vieux qui date du XVIIe siècle. 400 ans d'âge. Alors, ce hamac royal, il a servi à un roi. Le roi s'appelle Nana Djaban II. Alors, quel est le rôle de l'hamac royal? Le roi s'assoit dedans et on le transporte parce que ses pieds ne devraient pas toucher le sol, même si en réalité ses pieds touchent le sol. C'est pour montrer qu'il n'est pas un humain comme nous autres. Ce qui est frappant sur cet hamac, c'est l'ombrelle qui sert à le protéger des intempéries. Vous pouvez le remarquer qu'il est fait totalement de fil d'or. C'est pour montrer le prestige du roi. Mais pourquoi ce royaume-là a beaucoup d'or? Juste parce que la plupart de ces rois qui sont du peuple Akan, tous viennent du Ghana qui était appelé la Côte de l'Or. Quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas oublié leur or. Quand ils ont émigré en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas oublié leur or. Alors maintenant, nous allons voir les autres vestiges qui vraiment traduisent le pouvoir du roi. Alors, un vestige fort, le premier élément, c'est la couronne. La couronne, il sert à montrer le titre d'un roi. Alors, mais comment obtient-elle la couronne chez nous, les Akans? J'ai dit chez nous parce que je suis Akan. Quand un roi meurt, ailleurs, c'est le fils aîné, le prince, qui prend le trône. Mais chez nous, c'est le neveu. C'est le système matriarcal ou matrilinéaire. Et ce système, nous l'avons hérité du royaume Ashanti. Alors, on va désigner quelqu'un parmi les neveux et on va l'introniser sur ce trône. Alors, ce trône-là, c'était le trône qui symbolisait à lui seul tout le pouvoir politique du roi. Mais quand le colon européen vient, quand il s'introduit, il va introduire dans notre tradition les chaises trônes, à l'image des chaises trônes de Louis XIV européen. Mais on va conserver la symbolique africaine. Donc aujourd'hui, par exemple, c'est le siège trône qui symbolise le pouvoir politique. Tandis que ce petit siège-là, lui, symbolise le pouvoir religieux. Alors, mais quand un roi finit d'être intronisé, on lui remet deux symboles de pouvoir. Un, le chasse-mouche. Ne vous fiez pas à son nom. Contrairement à ce que son nom indique, on n'utilise pas pour chasser les mouches.
Le roi l'utilise pour chasser les mauvais esprits. C'est un puissant outil religieux. À l'époque, quand on ne connaissait pas Dieu, ni Allah, tout le monde se prosternait devant le roi et le roi utilisait son chasse-mouche pour bénir son peuple. Je répète, pour bénir son peuple. Donc, quand on avait besoin de bénédiction, tout le monde partait se prosterner devant le roi et le roi. C'est pourquoi ce chasse-mouche n'est pas fait de crinière ordinaire. Il est fait de crinières d'animaux rares, tels que le cheval, qui était un animal rare à l'époque, ou il est fait de crinières de félins, les panthères, etc. Mais nous, on n'avait pas les lions dans notre tradition. Les lions se trouvaient au nord. Alors, deuxième symbole qui matérialise son pouvoir, le sabre, pouvoir militaire absolu et pouvoir de justice. Et vous verrez que la plupart des objets sont dorés. Ça montre que l'or est une caractéristique vraiment, vraiment importante du royaume. Quand on évoque l'organisation sociale, la dimension de la croyance religieuse prend souvent toute son importance. Dans les civilisations africaines, les masques revêtaient une triple fonction, religieuse, thérapeutique et sociale. Ces artefacts ancestraux étaient bien plus que de simples ornements. Ils incarnaient des liens profonds entre les individus, leur divinité et la communauté. Au-delà de leur aspect esthétique, les masques servaient de médiateurs entre le monde visible et l'invisible, offrant guérison spirituelle et cohésion sociale. Alors, le premier qui joue un rôle vraiment important, c'est le masque de guerre, le masque d'aigle. Alors lui, son aspect fait peur. Alors, directement. Et on peut s'apercevoir autour du masque qu'on a mis des douilles de cartouches à fusil. Élément important pour la guerre. Alors, ce masque était utilisé pour donner la puissance à l'armée villageoise, afin que l'armée ne puisse pas perdre la guerre. Puissance mystique? Mystique surtout. Parce que si on perdait la guerre, on gardait notre organisation sociale, mais on devait avoir de nouveaux maîtres qui allaient nous taxer, nous donner des impôts. On allait être obligé de payer des lourds tributs. On allait perdre nos honneurs. Donc, pour résumer, ce masque de guerre était plus utilisé pour stabiliser le territoire. Alors, avant, il y avait beaucoup de guerres de conquête, on utilisait ce masque. Maintenant, les guerres de conquête se sont estompées, mais ce masque existe toujours. Mais on l'utilise pour d'autres rituels. Alors, regardez un peu son aspect. Il a un aspect assez important, assez impressionnant. Alors, l'aspect du masque compte beaucoup dans sa fonction. Vous allez comprendre quand je vais vous présenter le masque de la paix. Alors, donc lui, par rapport à son rôle, ce masque de la paix là, il a un visage assez reluisant, un visage assez calme. Mais il est doté de puissance. Il utilise sa puissance pour mettre fin au conflit de gré ou de force. Il a aussi un masque qui fédère les peuples. Donc, il joue un rôle important. C'est pourquoi il a un aspect assez sérieux. Alors, nous allons vous présenter l'un des masques, pour moi, qui est le plus important de la Côte d'Ivoire. Sinon, tous les masques en Côte d'Ivoire révèlent un caractère important. Alors, ce masque s'appelle le masque Waouh. Waouh, comme Waouh. Alors, ce masque, il est communément appelé aussi Wambele. Alors, Wambele signifie plusieurs Waouh. Parce qu'ils ne sont jamais seuls. Ils sont à plusieurs. C'est pourquoi on l'appelle Wambele. Quelle est la particularité de ce masque? Ce masque est utilisé pour un rituel qu'on appelle le poro. Alors, le poro, sachez que c'est une école initiatique qui dure 21 ans. Quel est le but de cette école? Le but de cette école traditionnelle qui se déroule dans la forêt et qui se subdivise en 3 étapes, le but de cette école, c'est de rendre les jeunes garçons hommes sur tous les plans. Sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan mystique. Alors, quelle est la vraie force de ce masque? Dans chaque masque, il y a des animaux mythologiques qui sont incorporés. Souvent, ces animaux-là peuvent avoir leur correspondance dans le monde réel, comme souvent ils peuvent ne pas avoir de correspondance dans le monde réel. Ici, on peut voir aisément le premier animal, le crocodile, qui montre la longévité. Ça veut dire que tous ceux qui vont faire cette initiation mystique vont vivre longtemps. D'ailleurs, aucune balle ne pourra les atteindre. Chez nous, on les appelle les chasseurs d'oiseaux. Ils s'habillent de cette manière. Donc, ils affrontent le monde de la brousse, etc. Donc, l'esprit du crocodile montre la longévité de ces guerriers-là. Ensuite,
On a le phacochère à l'intérieur. Lui, il représente la force brutale. Et il y a un autre animal qui n'est pas perceptible, c'est le caméléon. Nous connaissons tous les facultés du caméléon. Camouflage, facilité d'adaptation à toutes sortes de situations. Donc, ce masque leur donne la puissance de telle sorte qu'ils sont invincibles, puissent marcher dans du feu. L'arrivée du colon français entraîne une transformation radicale au sein de cette organisation. Dans ce musée, l'espace dédié à cette période, intitulé Vie politique, abrite une collection de sculptures mettant en lumière les relations complexes et souvent tumultueuses entre les populations autochtones et le colonisateur français. Et vous voyez cette vitrine, cette première vitrine qui a 4 statues. Et ces statues-là, ou encore des statuettes, là sont appelées les statuettes Adjoukrou. Adjoukrou, c'est un peuple lagunaire et ils sont à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Et leur ville ou encore leur capitale, c'est Dabou. Dabou était aussi comme une capitale régionale au temps colonial. Et donc, il y avait beaucoup d'activités économiques qui s'y passaient pour dire que les Occidentaux ou encore les colons, lorsqu'ils arrivaient pour la colonisation, voilà, ils privilégiaient beaucoup les côtes. Vu que c'est un peu les villes ou encore les régions qui sont proches, ou bien les régions balnéaires, étaient les premiers sites habités par les colons. Et donc ici, la région balnéaire, ici en Côte d'Ivoire, c'est le sud de la Côte d'Ivoire. Et donc lorsqu'ils sont arrivés comme des soldats parce qu'ils partaient comme dans une aventure, à une aventure en fait. Et donc là, ils n'avaient pas la possibilité de venir avec leur famille. Et donc, quand ils venaient ici, ils faisaient l'administration, ils travaillaient le matin et le soir, ils menaient une vie de famille. Et la vie de famille qu'ils menaient n'était pas avec leurs femmes, peut-être légale ou encore, n'était pas comme, mais c'était avec les femmes noires ici. Et donc ici, ces 4 statues, ou bien encore ces 2 couples de statues-là, nous rappellent cette histoire des colons. Pour dire qu'il y a eu certes la colonisation, et aujourd'hui, quand on essaie de dépeindre la colonisation, c'est un peu comme s'il y a eu assez de martyrs, mais pas d'héros. Mais ici, ça montre qu'il y avait certes la colonisation, il y avait au-delà de l'administration coloniale, au-delà de la mission première que ces colons avaient comme tâche, ils entretenaient d'autres types de relations avec les Africains. Et donc là, ça montre que tout n'a pas été guerre, tout n'a pas été soumission, mais il y a eu des moments de collaboration avec, comme on appelle même les populations autochtones. Et ici, ce couple nous rappelle aussi une autre histoire de l'époque coloniale. C'est-à-dire que lorsque ces personnes-là venaient, ils se mettaient en couple avec nos sœurs africaines et les enfants qui naissaient de leur relation avaient leur père. Mais vu qu'ils étaient colons, ils étaient un peu comme des administrateurs, des ambassadeurs, ils venaient et au terme de leur mission, ils rentraient. Mais ils ne pouvaient pas entrer avec leurs enfants, ils les laissaient là pour partir. Et les familles des enfants issus de relations ou bien de races mixtes se plaignaient à ceux qui venaient remplacer les parents des enfants qui étaient dans les familles. Et donc là, il fallait trouver un moyen pour eux. Comment s'occuper d'eux? Parce que lorsqu'ils étaient là, ils s'occupaient de ces enfants-là. Mais quand ils sont partis, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Donc c'était un peu comme les enfants de l'administration. Et donc eux, ces enfants-là, les administrateurs qui étaient là, étaient obligés de leur créer ou encore de leur construire des foyers qu'on appelait par le passé le foyer des métis. Le foyer des métis qui est aujourd'hui devenu orphelinat. Et donc aussi, j'aime bien ce tabouret-là, qu'on appelle le bia, chez nous ici. Il faut dire que ce bia-là, il nous rappelle un peu, ou bien il vient, soulager, ou encore il vient répondre à un souci, ou encore, à un souci ou à un jugement que portent les Occidentaux sur les Africains. On dit que l'Afrique n'a pas d'écriture. Et pour nous, l'écriture, c'est une association de signes pour lesquels il faut une initiation pour pouvoir les déchiffrer ou les décoder. Nous, chez nous ici, nos événements culturels importants étaient archivés quelque part
mais dans la sculpture. Et là, vous allez voir ce tabouret-là qui est le symbole du trône en pays Akan, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a des Akans. Ce tabouret-là, vous allez voir sur les bords 2 canons. Et les 2 canons ici nous rappellent la couleur du tabouret-là. Et donc là, il faut être initié ou bien il faut écouter, il faut être accompagné d'un guide pour pouvoir mieux le lire. Donc le bois pour nous, pour citer l'artiste James Kokobi, pour dire que le bois, il est comme un livre fermé. Il faut l'ouvrir en le sculptant pour voir ce qu'il a dans le ventre. Et donc c'est ce qui est fait là, et donc c'est notre écriture qui est là. La sculpture est notre écriture, parce qu'avec la sculpture, on arrive à se mémoriser des événements passés, importants et autres. Et donc cette sculpture-là nous permet aussi de déchiffrer à travers les signes qui sont dessus. Donc la sculpture pour nous, c'est notre écriture en fait. Voilà. Et là, ici, ce sont des éléments qui justifient ou qui illustrent le nom de ce pays. On dit la Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes s'étonnent de ne pas rencontrer d'éléphants lorsqu'ils arrivent en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas possible maintenant parce que plus la population évolue, les végétations diminuent et certaines espèces animalières disparaissent. Parce qu'on réduit leur monde et donc des espèces disparaissent. Et donc ici, là, ce sont des vestiges qui viennent prouver, qui viennent illustrer pourquoi ce pays est appelé Côte d'Ivoire. Là, ça nous rappelle le commerce de l'ivoire, mais ici, ces attributs en ivoire ici montrent la richesse des familles nobles, des chefs en pays gourou et autres. Et là, vous allez voir que la grande défense est là, qui est sculptée comme un objet d'ornement. Et donc là, c'est pour faire la différence. Chez certains chefs d'État, aujourd'hui encore des hommes politiques, aujourd'hui, vous allez voir de grandes défenses d'éléphants, voilà, autour de leur bureau, pour montrer, c'est le prestige en fait. L'ivoire pour la Côte d'Ivoire, c'est comme l'or pour le Ghana. Vu qu'on appelait ici Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire, Ivory Coast en anglais, et le Ghana était appelé la Gold Coast. Donc ce sont ces deux matériels, ou bien encore ces deux éléments importants là, qui ont distingué, ou bien qui ont distingué, voilà, ces portions de terre là, qui sont devenus aujourd'hui des noms pour ces sites ou encore pour ces pays-là. Et donc ici, quand on parle de Côte d'Ivoire, on peut dire que oui, ici c'est la Côte d'Ivoire parce qu'il vivait ici assez d'éléphants. Et donc aujourd'hui, on peut le prouver avec des sculptures ici en ivoire. On a des peignes en ivoire, des bracelets, etc. Des peignes qui n'étaient pas utilisés pour peigner les cheveux. Qui étaient utilisés pour peigner les cheveux, mais pas les cheveux de n'importe qui, mais les cheveux des familles ou bien encore des femmes, des chefs ou des femmes des nobles. C'est les riches qui l'avaient. C'est un peu comme dans les royautés, l'or. On a l'or comme bracelet, voilà, pour faire la différence entre les personnes dans un groupe. Et donc, du coup, voilà, ce sont des parures où il y a des pics de cheveux en ivoire. Quand on constate qu'une femme a des pics de cheveux en ivoire, là, déjà, sa situation sociale est déjà sûre. C'est les gens de la haute classe, c'est les gens riches, c'est les gens nobles, etc. C'était des sortes d'ornements. Ce sont des ornements, mais de valeur, en fait. Ce n'est pas la pacotille, mais c'était l'original, en fait. La visite du domaine politique s'achève avec la découverte du bureau du président Alassane Dramane Ouattara, sur lequel il a apposé sa signature le 8 novembre 2016, scellant ainsi l'adoption de la nouvelle constitution du pays. Et donc la constitution est importante dans la vie, ou bien est importante dans la politique ivoirienne aujourd'hui. Tout est fait sur la base de cette constitution et tout se gère sur la base de cette constitution. C'est un peu comme le socle, voilà, de la stabilité en Côte d'Ivoire ici. Et donc pour dire qu'aujourd'hui, on est à ce niveau-là grâce à cette constitution-là. Ou encore on peut dire que le président il est encore en exercice grâce à cette constitution-là. C'est important pour nous, c'est important pour comprendre assez de choses. Voilà pourquoi lors de la réouverture du musée en 2017, on n'a pas hésité à demander à la présidence si on pouvait avoir le bureau. Et ils ont dit que le bureau était disponible. On nous a demandé de venir chercher le bureau. Nous sommes allés le chercher et tout est là du bureau. Pour mettre en lumière l'autosuffisance et l'ingéniosité des populations autochtones, le musée expose les prouesses de ces civilisations au sein d'un espace spécifique nommé Art, Invention et Technologie. Cette exploration débute par une immersion dans l'univers des instruments de musique. L'objectif est de démontrer la richesse et la diversité des expressions artistiques et sonores développées par ces peuples ancestraux.
Et donc, pour toujours rappeler ou encore donner l'information aux visiteurs de ce qu'on a un objet qui vient, moi, je commence toujours dans cet espace par les instruments de musique. Et vu que le musée, c'est aussi comme une autre école, on a pris soin de catégoriser les différentes typologies des instruments de musique. Nous avons les aérophones qui nous rappellent les trompettes, les fanfares et autres, les cordophones. C'est un peu comme les koras, les guitares traditionnelles. Les idiophones, c'est les instruments dont le corps suffit pour produire, comme le balafon qui est là. Et les membranophones, ce sont les instruments de musique qui sont constitués de bois recouvert de membrane. Quand je parle de membrane, ça veut dire la peau, voilà, des bêtes comme les chèvres, les moutons qu'on prend pour recouvrir un tube, voilà, en bois pour produire un son. Et donc, le coup qu'on donne sur la membrane se transforme en son mélodieux qui n'était pas le son émis auparavant. C'est un coup, mais ça a produit quelque chose. Et donc, du coup, entre le coup et la résonance ou le son qu'on entend, on voit là une transformation. Et c'est cette transformation qui nous fait dire que ce tambour est un élément ou encore est un appareil qui répond de la technologie. Parce qu'il transforme nos coups en son rythmé qui fait danser, qui fait réagir les uns et les autres lorsqu'il y a des fêtes, lorsqu'il y a encore d'autres événements culturels. Et donc, du coup, les instruments de musique sont des choses qui sont là, mais le résultat qu'ils produisent n'ont rien à voir avec le geste qu'on fait ou encore avec le geste qu'on pose. Et donc, du coup, cela, pour aller dans le sens, ou bien pour revenir sur la définition que nous, on donne de la technologie, il faut dire que ces instruments de musique-là permettent de transformer les coups des bras, les coups ou bien les gestes des mains, voilà, en son ou en mélodie pour faire danser les communautés à des moments festifs ou encore à des cérémonies importantes. Voilà. Et donc, à côté, nous sommes allés encore plus loin. Il y a l'argile, par exemple, qui a été utilisée pour fabriquer, par exemple, des récipients. Ici, nous avons différents types de pots. Quand on voit la chaîne de production, on voit que ça commence par le pot du milieu. Et quand on finit cette étape, on lisse le pot et après, on met le pot là, on brûle en fait. Quand on brûle, ça donne une couleur particulière comme on appelle, au pot. Et donc là, il y a la chaîne de production. Nous sommes partis de cette première étape à l'étape de récipient en fait. Parce que là, c'est un pot à bangui. Le bangui, c'est le vin de palme. En nom local, ici, c'est le bangui. Sinon, c'est le vin de palme qui est mis dans ce pot-là. La hanse est un peu élevée pour nous permettre de servir le vin de palme ou la boisson dans un récipient ou encore dans un verre, dans un bol, etc. Et là, c'est le pot à eau qui sert à aller prendre l'eau, soit à la rivière pour la cour ou encore pour le village. Et là, quand on vient avec l'eau, soit on l'utilise pour les besoins ménagers, mais il arrive aussi qu'on conserve l'eau. Et pour conserver l'eau, là n'est pas le récipient approprié, c'est le grand canari qui est de l'autre côté qui est le récipient approprié. Il est toujours dans le coin de la maison et l'endroit, la température de l'endroit qu'il épouse permet de rafraîchir l'eau. Puisque nous sommes généralement à un climat chaud et derrière comment on appelle même, les tuiles ou encore toutes les fabrications à base d'argile transforment ou donnent l'effet contraire de la température, voilà, dans le réveil. Un réfrigérateur des temps anciens. Un réfrigérateur des temps anciens. Voilà, pour avoir de l'eau fraîche, voilà, il faut le puiser ou bien il faut la puiser dans un canari ou dans un pot pareil. Voilà. Et donc, on va aller plus loin pour dire que la colonisation a été facile parce que les colons nous ont apporté ce qui existait déjà ici. Mais c'est la manière qui différait. Ça a été facile parce que si ce n'était pas facile, la colonisation allait être la guerre en fait. Mais ça a été facile parce que les sociétés africaines étaient déjà organisées.
il y avait déjà un chef, il y avait déjà des notables, et etc. Les populations étaient déjà ordonnées. Et les colons, en venant avec leur administration, c'était aussi la même chose. Et donc, du coup, voilà, il y a eu seulement des changements. Avant, c'était fait de manière traditionnelle, mais maintenant, c'est fait de manière moderne, de manière administrative, pour satisfaire tout le monde. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait un chef, comme un président aujourd'hui, n'est pas un fait qui est nouveau chez les Africains. Surtout en Côte d'Ivoire ici, nous, on a un groupe ou un peuple qu'on appelle Akan. Chez eux, il y a le roi. Le roi, c'est celui qui gère ou qui gouverne dans la capitale. Mais ceux qui sont à côté dans les villages environnants, c'est un peu comme un empire. Il a un peu des représentants dans chaque village. Et les représentants des rois sont appelés des chefs. Et donc, du coup, c'est un peu comme c'est un gouvernement qui a été décidé au point où chaque chef a son rôle autour du roi. Et donc, celui qui gère tous les chefs est appelé le roi. Et c'est lui qui vit dans la capitale. Et donc, c'est un peu comme la présidence aujourd'hui. Toutes les présidences aujourd'hui qui sont empreintes de la colonisation sont aujourd'hui dans les capitales, se trouvent aujourd'hui dans les capitales. Et donc, dans les petites villes ou encore dans les villages, on a soit les maires, les députés et tout ça qui sont des représentants, ou encore des préfets, des sous-préfets, qui sont encore des représentants de cette administration, mais encore les représentants du président qui est à l'endroit de ces communautés-là. Donc, pour dire que la colonisation a été facile, parce que ce qu'il nous a apporté existait déjà chez nous. Nous allons partir sur la carte de la Côte d'Ivoire, là comme ça, pour voir un peu les différentes architectures. Et vous voyez sur cette carte, un peu les architectures sont différentes. Et là, c'est fait en fonction de la culture des communautés qui vivaient dans chaque partie de la Côte d'Ivoire. On a l'est de la Côte d'Ivoire, par exemple. Tout l'est de la Côte d'Ivoire est Akan. Et Akan, c'est ceux qui réclament leur origine du Ghana, ceux qui sont venus du Ghana. Et donc, chez eux, par exemple, il y a la grande cour, les maisons sont sur les côtés, et le centre de la cour, ou encore le centre de la maison, voilà, devient un patio. Ou encore un espace polyvalent où on peut célébrer soit les baptêmes, les funérailles, parce qu'ici on expose le corps souvent. Et là, toutes ces réunions-là se font dans l'enceinte de la cour. Et là, pour faciliter la tâche à tout le monde, on ne sort pas de la grande cour, chacun sort de sa maison et il est juste assis au lieu de la réunion. Et donc, lorsqu'il y a des réunions, on n'entre pas dans la cour ou encore dans la maison de quelqu'un, attendre tout le monde pour venir tenir la réunion. Tout le monde sort, le lieu public, c'est le milieu, le centre de la cour, qui sert de patio ou encore de salle ou encore d'espace de réunion pour pouvoir, comme on appelle même, pour pouvoir organiser les communautés, les familles, prendre les grandes décisions ou encore savourer les joies, etc. Donc voilà un peu comment c'est fait. Mais il y a aussi une architecture qui est très particulière. C'est l'architecture du nord-est de la Côte d'Ivoire. Là, les populations qui y sont appelées, il y a les Koulango, il y a aussi les Lobis. Mais les Lobis, ils sont des agriculteurs. C'est des gens aussi qui ont du bétail, mais ils sont aussi des chasseurs. Et donc là, il faut dire que eux, dans leur architecture, c'est un peu comme des Soukala. La maison est là, mais l'entrée de la maison se trouve sur le toit. Voilà. Et donc, on se sert d'une échelle pour avoir accès à la maison. Et l'échelle, c'est l'échelle qu'on a ici, voilà, qu'on peut appeler au nord ou encore au sud du Mali, les échelles Dogon ou échelles Senoufo. C'est-à-dire que toutes les populations ou encore tous les peuples qui vivent dans le même environnement ont toujours quelque chose qui soit commun culturellement. Et donc, du coup, là, cette échelle, on la retrouve chez les Lobis, chez les Dogons et encore chez les Senoufo. Donc ici, les Lobis utilisaient l'échelle pour avoir accès au toit de la maison avant de descendre dans la cour ou encore dans la maison. C'est-à-dire que le dernier qui arrive prend l'échelle et il la pose sur la dalle de la maison et il descend dans la cour avec une autre échelle qui est déjà dressée. C'est une échelle mobile. Oui, c'est une échelle mobile. Mais l'échelle sert seulement à avoir accès au toit, à avoir accès à la maison. À l'intérieur, il y a encore une autre échelle, voilà, qui sert aux gens,
voilà, qui sert à descendre, ou bien qui sert aux gens de jeux, comme on appelle même, d'objets ou encore d'engins pour descendre. C'est pour des soucis de sécurité ou bien? Oui, c'est pour des soucis de sécurité qu'on a mis l'entrée de la maison sur le toit. Parce que là, c'est le plus grand parc de l'Afrique de l'Ouest, le parc de la Comoé, qui est au nord-est de la Côte d'Ivoire. Et là, on y trouve des lions, on trouve aussi d'autres animaux dangereux. Et donc, pour ne pas se faire surprendre le soir ou se faire attaquer par les ennemis en guerre, on a décidé de mettre le toit ou bien la porte de la maison sur le toit. Et là, s'il n'y a pas de moyen pour y avoir accès, voilà, on va venir faire la ronde sans pouvoir y avoir accès. Et donc là, ce sont des moyens de sécurité ou encore c'est la sécurité qui leur a fait penser à ça. L'Afrique est constituée, généralement pour ceux qui ne sont pas africains, quand on leur parle de l'Afrique, c'est un peu comme si c'est la forêt. Effectivement, il y a beaucoup de forêts en Afrique. Il y a aussi dans la forêt, il y a aussi de grands arbres. Nous, on a les rogniers ici, qui sont des formes de palmiers ou encore des sortes de cocotiers qui sont très hauts et aussi mais très larges en fait. Le tronc est large par rapport aux cocotiers ou encore aux palmiers. Mais pour avoir, comme on appelle même, le fruit que produit cet arbre, on se sert d'une ceinture pour y avoir accès. Et la ceinture, c'est telle qu'elle est là. La ceinture, on fait passer la ceinture sur le tronc de l'arbre, on se fait passer au dos, on noue une partie et on se sert de la ceinture pour escalader, aller ou bien pour grimper à l'arbre. Donc c'est un peu comme des œuvres de l'esprit aujourd'hui, comme on pourrait le dire, mais c'est le fruit de l'ingéniosité et aussi de la technologie africaine. Parce qu'on n'a pas choisi n'importe quel élément ou bien n'importe quel matériau. Pour l'échelle, on a choisi le rotin. Le rotin, il est beaucoup tendre et donc avec le rotin, c'est sûr qu'on puisse aller grimper à l'arbre et aller un peu plus haut. Juste à côté ici, nous avons une natte ou encore un tapis qui est utilisé comme une porte ou encore comme une fenêtre. Une fenêtre, parce qu'il y avait des petites fenêtres à côté, bien sûr, les maisons dans l'architecture ancestrale, il y avait des petites fenêtres. Voilà. Et là, c'est des nattes qui étaient enroulées. Donc, on l'enroule lorsque le soleil se couche ou bien encore lorsque les rayons du soleil ne viennent pas là. Et là, on le déroule lorsque le soleil agit. Lorsque le soleil s'incline, là, il y a les rayons du soleil qui font qu'il fait chaud. Et donc, on déroule la natte pour nous protéger des rayons du soleil. Et là, c'est aussi utilisé comme un tapis, comme je l'ai dit, parce que les populations du nord ici, en Côte d'Ivoire, ça c'est fait dans l'ouest, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Mais là, il faut dire que les populations du nord de la Côte d'Ivoire sont des populations qui vivent regroupées en famille, soit ils s'en servent au moment de regroupement, comme au moment de partager le repas. Voilà, ils se servent de la natte, ils s'asseyent et puis ils mangent ensemble. Et donc, ils font les prières ensemble, ils font beaucoup de choses ensemble. Donc, du coup, c'est un peu la petite histoire de cette natte qui est faite en fibre végétale. Voilà, fibre végétale, c'est un peu comme le raffia, les feuilles de raffia, qu'on tisse pour obtenir cette natte-là. Voilà. Et aussi, il faut dire qu'il y a d'autres éléments qui sont là, mais je préfère qu'on aille sur le métier à tisser. Voilà. Le métier à tisser est un élément composite. Par exemple, il y a le peigne, il y a les poulies, il y a la navette, il y a le marteau et les quenouilles qui sont là et aussi le coton enfilé. Voilà, c'est le coton enfilé qui est là. On les fait passer dans la bobine et on les enroule et plus tard, on les fait passer dans le peigne et puis on commence à tisser. Et c'est à travers ça qu'on a les bandes de tissu ou encore les bandes en textile. Voilà. Et là, il faut dire ici que dans nos différentes cultures, lorsque vous avez une activité, il y a une divinité qui régule cette activité-là. Et là, pour les tisserands, il y a ce masque-là qui est là. Vous voyez que le masque ici, il est surmonté d'un métier. Et là, on voit les différentes compositions de l'activité du tisserand. Voilà, on voit la bande, on voit le peigne, on voit les poulies, on voit aussi les pédales et tout ça.
Et donc là, comment on appelle ça? L'artisan ou encore le tisserand, il est en activité présentement. Et le masque qui est celui-là est le masque des tisserands. Pour dire que dans le village, on peut avoir plusieurs castes. Il y a la caste des tisserands, la caste des forgerons. Mais lorsqu'on voit ce masque-là apparaître, c'est dire que ce sont les tisserands, voilà, qui sont en train de fêter, qui sont en train de célébrer quelqu'un. Celui-là, c'est un masque gouro dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc là, c'est le masque des tisserands gourou. Voilà, c'est le masque des tisserands gourou. Donc les forgerons ont leur masque, les agriculteurs ont leur masque, et ainsi de suite. Par caste, voilà. Par caste. Et les masques sont comme des divinités. Parce que quand on dit c'est le masque qui a dit, voilà, c'est toute la raison de la croyance là. Et donc du coup, c'est un peu comme des divinités. Et donc pour pouvoir faire, pour pouvoir mener cette activité, on se lève le matin avant de commencer. Il y a peut-être des rituels qu'il faut faire avant de commencer, etc. Et donc du coup, ces rituels-là sont des recommandations de la divinité qui régule l'activité. L'édifice du musée des civilisations a évolué au fil des années et témoigne ainsi des vicissitudes du temps. Depuis sa construction initiale, il a été le témoin de plusieurs transformations architecturales et culturelles, façonnant ainsi son identité singulière. Nous avons, comme on appelle même le tirailleur africain. Nous, on l'appelait le tirailleur africain pour rendre hommage à tous les tirailleurs d'Afrique, en fait, qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Je disais que cette sculpture-là, normalement, devait être prise comme la mascotte de notre musée. Parce que c'est elle qui est en rapport avec l'histoire du bâtiment. Et il faut dire qu'ici, la Seconde Guerre mondiale a eu un impact sur l'affectation de ce bâtiment. Le bâtiment était construit pour abriter la salle des fêtes de la ville d'Abidjan. Mais pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, on avait ici des gouverneurs colons qui étaient là, qui ont interdit toutes les fêtes et toutes les cérémonies festives à cause de la Seconde Guerre mondiale. Et le bâtiment qui est resté sans activité, voilà, a servi en 1941-1942 à abriter la succursale de l'IFAN qui avait son siège à Dakar. L'IFAN, Institut français d'Afrique noire, qui a son siège à Dakar, devait avoir des succursales dans toutes les colonies de l'Afrique de l'Ouest. Puisque Dakar était considérée comme la capitale de l'Afrique de l'Ouest, c'était la porte d'entrée comme la porte de sortie en Afrique de l'Ouest. Et donc, du coup, ce bâtiment qui était censé abriter momentanément la succursale de l'IFAN, voilà, est resté depuis, voilà, comme on appelle là même, l'affectation à l'IFAN, voilà, un bâtiment qui est resté culturel jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes partis de Centre-IFAN à Centre des sciences humaines, à Musée national d'Abidjan, et en 1994, sur instruction du professeur Georges Niangoran-Bois, on a parlé, ou bien il a été rebaptisé en Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Civilisation, pourquoi? Parce que nous nous disons qu'il n'y a pas de race supérieure qu'une autre. Il n'y a pas de culture supérieure. La culture africaine ou la civilisation africaine a existé. Et donc, vu que les cultures sont égales, et donc quand on parle de civilisation, il y a eu aussi la civilisation africaine. La culture devient civilisation lorsqu'elle s'exporte. Alors qu'entre nous, nos cultures s'exportent. On voit ici la culture sénégalaise, on voit ici la culture burkinabé, on voit ici toutes les cultures. Et lorsque la culture s'exporte, elle est apprise par d'autres personnes, là on parle de civilisation. C'est en cela qu'on dit civilisation occidentale. Celui qui se comporte comme le colon ou encore comme l'Européen, on dit qu'il est civilisé. Il est civilisé parce qu'il a adopté la culture, une autre culture. C'est en cela qu'on parle de civilisé. Et donc nous aussi, notre culture, c'est aussi des civilisations, puisqu'elles s'enseignent, elles s'apprennent à des gens qui ne sont pas forcément de nos différentes communautés. Et donc voilà un peu, voilà, c'est la statue, voilà, qui me fait dire quelle est la mascotte de ce musée, voilà, qui rappelle un peu la genèse de ce bâtiment, la genèse de ce musée-là, et aussi la genèse de la culture
ou encore des musées en Côte d'Ivoire. La salle d'exposition du musée des civilisations compte à l'heure actuelle plus de 15 000 objets, un nombre qui devrait légèrement s'élargir avec la venue d'un nouvel instrument ivoirien dans le cadre du retour des biens culturels en provenance de France. Et dans ce contexte-là, nous, l'État de Côte d'Ivoire s'apprête à recevoir un objet mythique appartenant à la communauté Achan, ici en Côte d'Ivoire. Et l'objet est dénommé le Didi Ayokwe. C'est un tambour parleur de cette communauté Achan qui a été arraché à la communauté il y a de cela plus de 100 ans. Voilà, l'objet était hébergé en France, au musée de Quai Branly. Et dans les mois à venir, l'État va accueillir cet objet-là. Et l'objet sera logé dans la salle d'exposition du musée des civilisations. Et autour de cet objet va graviter une nouvelle exposition. Voilà, donc ça sera le montage d'une nouvelle exposition à la faveur de la venue de cet objet-là. Depuis 2020, un département de recherche a vu le jour au sein de cette institution. Il a pour principale mission de répertorier et d'acquérir les biens manquants à la collection de ce musée, mais aussi de combler le déficit documentaire des objets. Et nos colons ont fait ce qu'ils pouvaient en termes de documentation, mais il y a beaucoup à faire et il y a un enrichissement général de ces collections-là qu'on doit faire, que le musée s'attelle à faire pour avoir vraiment une collection avec une documentation, j'allais dire, exhaustive. Voilà, donc c'est en initiant ces missions de terrain, le musée profite par le biais du ministère de la Culture, profite et fait une sensibilisation auprès des communautés sur la nécessité de prêter, sinon léguer leurs objets pour que ces objets-là soient mieux conservés ici au musée et mieux connus de toute la population ivoirienne comme la population venant de l'extérieur, pour en valoriser, et pour communiquer au mieux sur les potentialités culturelles, sur les richesses culturelles, sur le patrimoine culturel très riche de notre pays. Parcourir le musée des civilisations, c'est s'immerger dans un voyage temporel, une odyssée à travers les riches héritages de la Côte d'Ivoire. Chaque objet exposé raconte une histoire, évoque un pan de civilisation et témoigne de la diversité culturelle qui caractérise le pays des éléphants. Au-delà de la simple contemplation, le musée des civilisations se positionne comme un phare de transmission culturelle, un lieu où les générations se croisent et où les traditions se réinventent. Il incarne l'âme et la fierté d'une nation en perpétuelle évolution et offre au regard curieux un kaléidoscope de savoir, d'émotions et de découvertes.